télévision qui partage vos soucis. Vous cherchez une télévision qui vous écoute, qui communique qui bouleverse, une télévision impartiale, Canal Espoir, à votre disposition. Canal Espoir, télévision de vos rêves. Le courage de dire la vérité sans complaisance et sans état d'âme est une constance de l'art journalistique. L'Espoir, votre journal préféré, désormais disponible chez votre vendeur habituel. L'espoir fait vivre et le désespoir tue. Nous sommes égaux devant le présent qui seul nous appartient. Le journal L'Espoir, c'est la différence. Le courage de dire la vérité sans complaisance et sans état d'âme est une constance de l'art journalistique. L'Espoir, votre journal préféré, désormais disponible chez votre vendeur habituel. L'espoir fait vivre et le désespoir tue. Nous sommes égaux devant le présent qui seul nous appartient. Le journal L'Espoir, c'est la différence. Depuis quel quartier? Depuis venez voir. Et je suis à Louis. Je vous capte à partir du Charbonnage et tout. On le suit, je crois, 24/24. Sans... En tout cas, c'est pas à comparer. C'est une belle chaîne, c'est un bon canal, il nous montre de bonnes images. Je vois bien, les images sont claires. J'aimerais qu'en information qui soit un peu plus clair par rapport à comparer par exemple à RTN et d'autres stations. Surtout les conseils que vous donnez aux gens sur la religion, c'est très très important. Surtout qu'ils présentent les bonnes émissions tous les jours. Il y a des bons films qui passent, il y a la bonne musique. Nous voulons que ce canal-là continue. De vos rêves. La vie n'est qu'un rêve qu'il faut vivre tant qu'on y est. Je suis Larion Guémin. Faites comme moi, regardez Canal Espoir, la télévision de vos rêves. Canal Espoir, télévision, Vous captez Canal Espoir depuis quel quartier? Depuis venez voir. Et je suis à Louis. Je vous capte à partir du Charbonnage et tout. On le suit, je crois, 24/24. Sans... En tout cas, c'est pas à comparer. C'est une belle chaîne, c'est un bon canal, il nous montre de bonnes images. Je vois bien, les images sont claires. J'aimerais qu'en information qui soit un peu plus clair par rapport à comparer par exemple à RTN et d'autres stations.
Surtout les conseils que vous donnez aux gens sur la religion. C'est très très important. Surtout qu'il présente les bonnes émissions tous les jours. Il y a les bons films qui passent, il y a la bonne musique. Nous voulons que ce canal-là continue. Un plan pour tous ceux qui croient, qui espèrent, qui recherchent un bras plus qu'un ami. Si tu entends sa voix, ne résiste pas, car c'est ton Dieu qui a un plan pour toi. Hello, c'est Marina Rachel sur Canal Espoir, la télévision de vos rêves. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Canal Espoir dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité qui a lieu tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 21h45. Il faut dire que ce soir, nous allons essayer de décrypter l'actualité nationale et pour le faire, nous avons invité un homme politique qui ne sera plus à présenter, qui est connu de tous et qui a fait toutes ses classes, comme on le dit souvent. Avec lui, on va analyser un certain nombre de sujets pour nous permettre de comprendre avec l'œil d'un homme politique un peu particulier, de pouvoir nous apporter plus ou moins un certain nombre de réponses concernant les sujets que nous allons aborder ce soir. Et comme vous savez, il s'agit du président Luc Bengonsi qui est avec nous sur ce plateau. C'est vrai que ça fait très longtemps, mais on a toujours besoin de ces analyses pour nous permettre de voir un peu plus clair. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je voudrais profiter également de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de Canal Espoir et adresser mes remerciements aux responsables de cette station. Okay. C'est nous qui vous remercions pour nous avoir honoré ce soir de votre présence et surtout pour la promptitude avec laquelle vous avez réagi suite à l'invitation qui vous a été adressée. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, vous savez que le pays a traversé une période plus ou moins un peu particulière, donc triste, où nous avons perdu deux illustres personnalités, les personnes de Madame Rose Francine Rogombe et Monsieur André Mbobam, ancien secrétaire exécutif de l'Union nationale, et il était ancien ministre de la République gabonaise. Et on va, vous savez que Monsieur Luc Bengonsi, qui est membre du Front de l'opposition pour l'alternance, c'est un regroupement auquel André Mbobam appartenait également. On va essayer de revivre quelques images pour pouvoir aborder un pan de cette question avec le président Luc Bengonsi. Vous savez que les obsèques avaient un programme bien établi et que le chronogramme n'avait pas été respecté.
On ne va pas revenir sur les raisons, mais on va juste aller voir comment les populations, ce jour-là, le 1er mai, jour férié, couraient dans tous les sens pendant que les forces de l'ordre chargeaient. On suit ces images que nous propose Youssou Moukani avant de pouvoir discuter avec notre invité ou s'entretenir avec notre invité. À tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça que les événements s'étaient déroulés. Et on va les suivre cette fois-ci avec Youssou Moukani. Quelques témoignages, Monsieur le Président, les personnes qui ont été touchées par ce que les forces de l'ordre ont déployé comme dispositif. On va suivre cet extrait que nous propose Youssou Moukani. C'était à chaud sur les lieux. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, une fois de plus, il faut dire que ce matin, pour faire peut-être le bilan de cette journée, ce matin, le corps de M. André Mbaba a quitté le siège de l'Union nationale. Et après le siège de l'Union nationale, le corps devait être convoyé au niveau de l'aéroport international Léomba, où il devait passer par... Normalement, on nous a d'abord parlé de la base aérienne française. Malheureusement, arrivé sur les lieux, on a constaté que le corps a été convoyé au niveau du fret. Et au niveau du fret, le corps est arrivé et a dépassé le portail électronique du fret. C'est ainsi que lorsque le corps devait être envoyé dans l'avion, malheureusement, il y a eu quand même une opposition. Ils ont interdit aux populations de rentrer complètement. Il fallait que d'abord le corps rentre et ensuite il fallait faire rentrer ce nombre de populations. Malheureusement, ce n'est plus pas le cas. Le peuple a attendu, c'est ainsi qu'ils ont commencé à protester, qu'ils voulaient passer. Et ce que nous n'avons pas souhaité est finalement arrivé. C'est ainsi qu'ils ont ouvert les gaz lacrymogènes sur les populations. Il faut rappeler qu'il y avait les deux corps présents, la gendarmerie et la police. Les gens ont couru dans tous les sens. Pour preuve, votre humble serviteur a une chemise bien déchirée. J'ai même perdu ma paire de chaussures. J'ai une blessure. Et il y a plusieurs cas comme ça que nous n'avons pas enregistrés, vu que les populations courent dans tous les sens. Et présentement, devant moi, nous avons un cas de figure. Une preuve physique. Une personne qui a perdu, qui est complètement brûlée, il faut le dire, parce que les moyens qui ont été utilisés par il faut encore, n'ont pas pu tenir son corps. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes un militant de l'Union nationale? Oui, c'est lui. Alors que s'est-il passé? Allez-y. Voilà un autre. Avant de prendre, voilà un autre. C'est une preuve qu'il y a un dispositif qui a été utilisé. Allez-y. On va casser. Je n'ai rien à vous dire. Vous-même, vous voyez déjà le dégât. Je vais vous dire quoi. Vous voyez déjà mon corps. Là, c'est la blessure. Oui, c'est une blessure. C'est la bombe lacrymogène. Voilà peut-être un autre. Comment est-ce que vous avez suivi l'action de l'île? Non, je n'ai pas suivi l'action. Vous avez été surpris? Oui, j'ai été surpris. Merci. Voilà, on poursuit avec ces dégâts qu'on a enregistrés. Malheureusement, il y a plusieurs derrière nous. Nous sommes au niveau de l'ex-lycée d'État. Il y a plusieurs cas comme ça derrière nous. Vous comprenez que c'est quand même regrettable la situation qui vient de se produire. On n'avait pas besoin d'employer la force lorsque les uns et les autres veulent juste convoyer un corps. Il suffisait d'utiliser un peu de diplomatie. Voilà, on va peut-être prendre un autre qui assistait à la scène. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, vous par contre, vous n'êtes pas blessé? Moi, je ne suis pas blessé, je suis membre du bureau politique de l'Union nationale. Et depuis 72 heures, aujourd'hui nous sommes au 4e jour. La population n'a pas manifesté autrement qu'une marche pacifique pour déposer le président de la République élu démocratiquement dans le territoire gabonais, qui est André Mbaba. Alors, ce matin, nous sommes rendus à l'aéroport international Léomba, pas conçu par les nouveaux gouvernants, conçu par le père de la nation. Alors, nous sommes arrivés au fret dignement, il n'y a pas eu de casse.
et nous avons été escortés par la police, il n'y a pas eu de casse, jusqu'à l'aéroport. Au niveau de l'aéroport, la population demandait qu'on ouvre le portillon. Il fallait attendre l'arrivée du corps. Et quand le corps est arrivé, on a ouvert le portillon. Bon, en ouvrant le portillon, le cortège est rentré. Et en temps, il y avait deux berriers de la gendarmerie qui étaient garés. Et ces deux berriers de la gendarmerie ont demandé juste une clémence à la population gabonaise avant qu'ils puissent rentrer et assister au voyage des obsèques de la dépouille du président de la République, André Baobam. Bon, par contre, il y a un échauffement qui s'est passé entre la population, peut-être entre la population et un gendarme qui était de l'autre côté, puisque lui, il a voulu traverser par la force, il a été repoussé. Mais en repoussant, le gendarme n'a pas employé une pédagogie, il a commencé à lui frapper la matraque. Alors, à partir de là, la population s'est levée et ils ont lancé les bombes lacrymogènes. Bon, dans le cas que vous venez à peine de voir tout de suite à la télé, que vous venez à peine de voir, s'ils avancent jusqu'à l'aéroport, ils trouveront qu'il y a des morts et des blessés graves. Voilà, merci. Merci. On aura peut-être plus le temps de repartir à l'aéroport, le temps pour nous de rentrer en direct avec ceux qui sont au niveau du studio. Oui, monsieur, vous avez assisté également à la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, merci de m'avoir permis ici de donner un briefing par rapport à ce que j'ai vécu. Bon, vous voyez, nous étions... c'est la grenade qui a fait ça, vous voyez, la femme qui saigne sauvagement. Et je peux affirmer, sans risque de me tromper, qu'il y a eu des morts. Parce que par étouffement, il y avait des filles, n'est-ce pas, en âge de 15 à 18 ans, qui sont tombées et les gens ont marché dessus. Et tout cela causé effectivement par les bombes lacrymogènes, les grenades qu'ils ont lancées. Voilà. Merci. Voilà, donc vous pouvez constater que la ville... Voilà, c'est un peu là le récapitulatif des événements qui se sont produits le 1er mai dernier lorsqu'on convoyait la dépouille de M. André Baobam sur la ville d'Oyem. Monsieur le Président, vous avez vu ces images, peut-être vos sentiments à l'issue de ce qui vous vient d'être présenté. Merci Alban. Je voudrais que nous décortiquions ce dossier en plusieurs parties. Dans la première partie, je crois que nous pourrions regretter le départ du président Baobam. Il avait réussi à convaincre le peuple gabonais sur sa capacité de mobiliser et certainement également sur sa capacité de le pousser à se prendre en charge et à assumer pleinement sa souveraineté. Je crois que son départ pourrait peser pendant quelques années sur l'organisation de notre société. D'une part, et d'autre part, je crois que nous devons rendre hommage. Pour une première fois, je l'avoue, je vois le peuple gabonais mobilisé. Il est mobilisé, il reconnaît en Baobam l'homme qu'il a aimé, l'homme qu'il a choisi, et je crois qu'ici, on peut lui rendre hommage également. Le troisième point concerne également notre surprise. Quand le corps du président Baobam est arrivé, on a accepté que le peuple gabonais accède au tarmac de l'aéroport pour voir la dépouille descendre de l'avion. Et il était assez curieux et assez incompréhensible que le lendemain matin, l'État et les forces de sécurité empêchent cette fois au même peuple d'accompagner le corps du président Baobam jusqu'au même tarmac. Vous savez que la gestion de l'État doit amener également les responsables à se mettre à la place du peuple. Il avait été recommandé au peuple gabonais de ne pas faire du désordre. Et aussi bien l'arrivée du corps
à la veillée qui a été organisée au stade de Zanlon, on n'a regretté aucun dégât. Et le lendemain, le corps s'est rendu à Barcelone, comme on l'appelle, et est parti de là. Donc finalement, ce sont les forces de sécurité qui ont voulu pousser le peuple à réagir. Et le quatrième point concerne les armes utilisées par les forces de sécurité. Nous nous apercevons que au Gabon, on commence à utiliser des armes liquides qui ont commencé à faire des dégâts. Nous comprenons l'esprit et de l'État et des forces de sécurité qui consiste à vouloir faire peur pour que le peuple n'ose pas poser les problèmes qui le concernent. Le Front a pris ce problème en main et a décidé de solliciter une enquête internationale pour que nous puissions savoir exactement quels sont les produits que les forces de sécurité ont utilisés pour disperser et qui ont déchiré et les habits et qui ont brûlé des Gabonais au menu, des Gabonais au menu, dont le seul souci était d'accompagner la dépouille du président Mba. Pouvait-on, à cette occasion, être jaloux d'un mort, que les gens accompagnent un mort? Peut-on être jaloux de quelqu'un qui est allongé? Nous pensons que l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des classes religieuses et autres, l'ensemble du peuple gabonais devait rendre un hommage. Si je me réfère à certains éléments, nous pensons que le président Boba et Ali aujourd'hui étaient des frères. D'ailleurs, le président Boba n'hésitait pas à nous dire au cours de certaines réunions qu'Ali était son frère. Par conséquent, il aurait dû aider le peuple gabonais qui pleurait son frère à l'aider à ne pas subir des exactions de ce genre. Voilà un tout petit peu ce que nous pouvons dire, mais il faut que le peuple gabonais comprenne que dans ces actions, l'objectif est de continuer à leur faire peur. Dans ces actions, ils devraient comprendre également que si leur souci est de récupérer leur souveraineté, ils devront certainement rencontrer des embûches et assumer. Nous devons assumer parce que les circonstances et le moment l'exigent. Voilà ce que je peux vous dire et je confirme que nous rendons un hommage solennel à tous les Gabonais qui se sont levés comme un seul homme pour accompagner le corps de Mbaroba. Et nous pensons que quand nous traitons des problèmes de cette nature, des problèmes de notre pays, il faut que les Gabonais, effectivement, prouvent qu'ils sont Gabonais et qu'ils ont des intérêts à défendre. Si certains ailleurs nous disent régulièrement qu'ils ont des intérêts à défendre, nous aussi, nous avons des intérêts à défendre. Et c'est la circonstance. Quand on vous fait plusieurs analyses, quand on vous parle Delta Synergie, quand on vous évoque l'exploitation de vos richesses, quand on évoque l'absence de démocratie, il vous appartient de défendre farouchement toutes ces situations de manière que vous puissiez gérer votre pays. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire en quelques mots, parce que nous avons tous été émus. J'étais à Oyem et je pensais que le corps se rendrait à Oyem mercredi. Malheureusement, nous avons attendu toute la journée. Et jeudi, je me suis rendu à nouveau à Oyem parce que je pense que la situation s'était décantée à Libreville. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et c'est le vendredi, au moment où le corps est arrivé à Oyem, que nous, puisque j'étais également
habitant pour assister à l'enterrement d'un de mes jeunes frères. C'est à ce moment-là que le corps est arrivé au Yem. Nous avons pu nous rendre à la messe samedi avant que le corps ne parte pour Meduna. Voilà un tout petit peu, je peux dire, la situation générale. Nous avons accompagné, nous avons passé les derniers moments avec Mbobam, mais Mbobam est parti, le Gabon existe et le Gabon continue à exister. Il est sûr que chacun d'entre nous s'en ira, mais il faut que, avant de partir, nous puissions nous battre pour que le Gabon soit le Gabon des Gabonais, que le Gabon puisse se développer et se développer sous le contrôle des Gabonais. Voilà ce que je peux vous dire, M. Allemand, et peut-être dire aux téléspectateurs. Voilà, Monsieur le Président, on regrette quand même l'absence d'un communiqué officiel, puisqu'on se rappelle que le 29 avril, lorsque le corps devait être, le mercredi 29 avril, lorsque le corps devait aller sur la ville de Yem, et que ce ne fut pas le cas, on a vu le porte-parole du ministère de l'Intérieur monter au créneau pour nous dire un peu l'attitude du peuple gabonais à Libreville et les dégâts qu'il y avait eu plus ou moins au niveau de Yem ce jour-là. Malheureusement, le 1er mai, ce ne fut pas le cas jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas combien de personnes ont été blessées. On ne sait pas s'il y a eu de morts ou pas. C'est quand même un peu... il y a un contraste. Lorsqu'il y a eu moins de dégâts, il y a eu un communiqué officiel. De jour qu'il y a plus de dégâts, on a observé un mutisme total. Mais je crois que le problème veut que... Enfin, cette attitude signifie tout simplement qu'on veut essayer de rendre l'opposition responsable de certains actes. Si le mercredi soir, le ministre de l'Intérieur est passé à la télévision pour raconter qu'à Oyem, moi j'étais à Oyem ce soir-là, on a voulu brûler les citernes, on a voulu casser ceci. Je ne sais d'ailleurs pas celui qui lui a fait ce compte rendu. Et je le regrette parce que si ce compte rendu a été fait par les autorités locales, ce compte rendu ne correspondait pas à la réalité. Mais en posant ce problème, on a voulu rejeter la responsabilité sur l'opposition. On a voulu faire comprendre que c'est l'opposition qui veut entraîner le Gabon vers le chaos. Et d'ailleurs, c'est le message qu'on essaie de distiller à tout moment. Mais quand les forces de sécurité brûlent les Gabonais, quand les forces de sécurité tuent les Gabonais, vous savez que jusqu'aujourd'hui, Moulbeka n'est pas enterré. Parce que sa famille exige qu'on lui dise qui a tiré sur lui. Ce corps est encore à Gabossep. Et l'État ne veut pas en parler aujourd'hui. De la même façon, le 1er mai, quand on a brûlé ces Gabonais, l'État ne veut pas en parler parce que à ce moment-là, c'est l'État qui est coupable et responsable des actes qui ont été posés. Et il ne voudrait pas faire croire au peuple gabonais que ce sont les opposants qu'il considère à tout moment comme des grands adversaires, comme des grands bandits de la République, grands bandits entre guillemets. Mais ce que nous pourrions affirmer ici, c'est que les dispositions semblent être prises non pour organiser des forces pour encadrer et protéger les Gabonais, mais pour lancer les forces de sécurité à l'assaut des Gabonais. L'exemple a été donné le 1er mai. Alors que le corps avait déjà été embarqué, les forces de sécurité attaquent les civils au menu, soit pour tester leurs produits, soit pour essayer à nouveau de faire comprendre que ce sont ces citoyens paisibles qui ont provoqué des affrontements. Qui ont provoqué des affrontements. Donc, à mon humble avis, les forces de sécurité également, à moins qu'en leur sein, il y ait des mercenaires, mais les peuples, les forces de sécurité gabonais doivent savoir qu'ils sont au service
du peuple et non exclusivement au service des autorités. Qu'ils sachent que les gens qu'ils attaquent aujourd'hui sont leurs frères, leurs cousins, je dis bien, à moins qu'ils ne soient des mercenaires. Nous nous battons aujourd'hui pour que le Gabon puisse, les Gabonais puissent exercer pleinement leur souveraineté. C'est la signification simple d'une indépendance. Un peuple qui n'exerce pas sa souveraineté, c'est-à-dire ne choisit pas librement ses dirigeants, est un peuple esclave. Est un peuple esclave. Et nous ne nous tromperions pas si nous disions que depuis l'indépendance de ce pays, le peuple gabonais n'a jamais eu la possibilité de choisir librement ses dirigeants. Et c'est la raison pour laquelle le mouvement de redressement national en 1981 a demandé le retour au multipartisme. Parce que nous pensions que le multipartisme donnerait l'occasion au peuple gabonais de choisir les Gabonais à qui ils peuvent donner la responsabilité des lendemains, de leur lendemain. Mais nous avons eu le multipartisme. Malheureusement, ce multipartisme n'a jamais conduit à une alternance pacifique au pouvoir. Mais le peuple a le droit d'exiger que les dispositions constitutionnelles, que les dispositions réglementaires fassent en sorte que l'exercice de cette souveraineté se fasse dans les conditions les plus régulières et qu'ils lui permettent, lui, de choisir, comme ils ont choisi Mbobam. Ils estiment avoir choisi Mbobam. Mais malheureusement, Mbobam n'a pas pu exercer, tout simplement parce qu'on ne veut pas que le peuple choisisse ses chefs. Dans la plupart de nos pays africains, c'est le cas que nous vivons. Donc, il faudrait éviter que nous pensions que les forces de sécurité ne sont qu'à la solde des autorités. Mais les autorités vont les utiliser contre leur peuple parce qu'ils doivent servir qui? Parce que quand on va au sommet de l'État, quand on prend certaines responsabilités publiques, mais c'est pour servir les autres, et non pour se servir. Il faudrait que nous puissions le retenir. Vous devenez président de la République, voilà pourquoi on donne un mandat. Hein? Une période pendant laquelle vous vous mettez au service des autres. Vous vous mettez au service du peuple. Pendant cette période, vous ne cherchez que le bien du peuple. Et le mandat ne signifie pas la période au cours de laquelle vous devez vous engraisser, vous devez vous enrichir au détriment du peuple à la tête duquel vous vous trouvez. C'est évident que certains d'entre nous penseraient que réfléchir ou penser de cette manière, ce serait de l'utopie. Non. Si certains pays qui nous servent d'exemple aujourd'hui ont pu évoluer, c'est parce qu'ils se sont souciés à la fois du développement du pays et à la fois l'amélioration des conditions de vie de leurs compatriotes. Et ils continuent à se battre pour cela en évitant que nos peuples africains exercent pleinement leur souveraineté. Et je vous dirais que peut-être que ça générait certains amis. Je vous dirais que je suis très étonné que jusqu'aujourd'hui, l'ancien ministre des Affaires étrangères de France, M. Kouchner, depuis que nous parlons du dossier d'Ali Bongo, n'ait pas parlé. Je dis M. Kouchner, parce que ce sont eux qui faisaient la navette. Il faisait partie des Médecins ou Médecins sans frontières ou quelque chose de ce genre. Et je ne sais pas pourquoi, depuis que le dossier que nous évoquons a été soulevé, monsieur Dr Kouchner. Parce que vous parlez du dossier, vous parlez de l'acte de naissance d'Ali Bongo. Voilà, Ali Bongo qui visiblement n'a pas d'acte de naissance, puisque lui-même a dit que les actes qu'il a présentés étaient faux.
Mais s'il n'a pas eu, et plus grave encore, Omar n'a pas voulu lui établir un acte de naissance. Omar n'a pas voulu. Et si Omar n'a pas voulu lui établir un acte de naissance, cela signifierait qu'Omar n'aurait pas voulu qu'il accède au sommet de l'État. Il faut que les gens le sachent. Si Omar ne lui a pas établi un acte de naissance, c'est qu'Omar n'acceptait pas qu'il accède au sommet de l'État. D'ailleurs, nous continuons à nous demander comment le PDG a pu mettre en place une commission de tri des dossiers ou de droit de passage, je ne sais pas comment eux-mêmes ils ont baptisé cette commission, qui, même si je ne suis pas PDGiste, mais je savais que cette commission n'existait pas. Et les dispositions des statuts du PDG, au temps d'Omar, père son âme, disait qu'en cas de vacances à la présidence de la République, c'est le premier vice-président du PDG, premier vice-président du PDG, qui est ipso facto le candidat du PDG à l'élection présidentielle. On va peut-être arriver sur ce point. Et le premier vice-président était donc Eyerendon, à la mort de Omar Bongo. Bon. Et logiquement, si on regarde, Omar aurait souhaité peut-être que ce soit Eyerendon qui lui succède, qui prenne le pouvoir après sa mort. Mais les gens ont réussi à contourner les dispositions de leur statut pour permettre à Ali de pouvoir se présenter. Et je suppose également, puisqu'Ali lui-même dit que ces actes sont faux, qu'il savait également que l'acte de naissance qui était présenté était un acte faux. Et si nous revenons sur ce dossier, non seulement j'avais saisi la Cour constitutionnelle, mais également j'avais saisi le tribunal correctionnel de Libreville. J'ai saisi le tribunal correctionnel de Libreville. Bon, comme les gens savent le faire, le procureur de la République de l'époque a dû classer le dossier et il a eu une promotion. De toute façon, il est devenu conseiller dans des départements plus importants. Donc, alors, l'ensemble je le répète constamment, que l'ensemble de ces faits humilie le peuple gabonais. Mais imaginez-vous, une disposition qui n'existe pas dans les statuts du PDG, on crée la commission. Tout simplement parce que les gens voulaient mettre Eyerendon de côté et laisser pas. Et j'ai dit à certains PDGistes, mais enfin, vous auriez dû poser le problème dès ce jour-là. Dès que certains vous ont parlé de la commission, vous auriez pu dire non. Voilà les dispositions du statut du PDG et nous n'acceptons pas qu'on mette en place une commission destinée à trier des dossiers essentiellement parce que les gens voulaient laisser Ali Bongo se présenter aux élections pour le compte du PDG. Donc il y a ces faits et ce sont ces faits qui continuent à se produire aujourd'hui. On a l'impression que les forces de sécurité, je me permets de le dire, sont utilisés aujourd'hui au lieu d'honorer l'État, mais ils sont utilisés comme des chiens de chasse. Il faut aller arrêter tel, il faut aller arrêter tel, il faut aller arrêter tel, il faut humilier tel. Non, les forces de sécurité ont pour responsabilité de défendre les citoyens et les biens de ces citoyens. Ont le droit de faire respecter la loi dans le cas où cette loi serait réellement violée. Bon, un homme qui est à la tête de l'État, sans acte de naissance, mais pourquoi les juridictions de ce pays ne le poursuivent pas? Alban. Mais on dit qu'on applique la loi. Bon, on a dit qu'il y a une justice. Hein. Mais enfin, est-ce que la justice on ne dit pas que la présidence est un lieu, un refuge de scélérat. Non. C'est la plus haute instance de ce pays. Mais si celui qui occupe les fonctions de chef d'État vous dit que je n'ai pas d'acte de naissance,
et il continue à occuper ce fauteuil, c'est qu'il je peux dire, méprise, ridiculise tout un peuple. Parce qu'il n'y a pas de raison pour moi que tant dans cette situation, on puisse se darguer d'être à la tête d'une nation. Monsieur le Président, on va d'abord clore le volet André Bambam, on va arriver aux questions que vous évoquez. Alors, il y avait une autre polémique. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il une loi qui interdit ou autorise l'inhumation d'un compatriote avec notre drapeau vert jaune bleu? Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de loi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'acte qui a été posé en enterrant le président Bobam avec le drapeau était un acte patriotique. Et cela se voit dans le monde entier. Quand on reconnaît que quelqu'un a rendu des grands services à la nation, on l'enterre avec le drapeau. Nous ne voyons d'ailleurs pas pourquoi ça peut... Souvent, il y a des problèmes à traiter. Hein? Il y a le pays à développer. Regardez, M. Alban, on veut vous faire l'autoroute. Mais 5 ans, on a fait combien de kilomètres? 18 kilomètres. Un côté. M. Alban. Mais il y a des problèmes. On vous dit qu'on vous donne de l'eau. Que les gens d'Akanda nous disent la semaine prochaine s'ils continueront à avoir de l'eau. Parce que chaque quartier ici a de l'eau pendant une certaine période. Après, il y a un assèchement des canaux. Mais que demain, vous qui avez les télévisions, vous qui avez les appareils, les caméras, rendez-vous à Kanda dans 2 ou 3 semaines et venez nous dire s'il y a encore de l'eau là-bas. Mais on n'a pas à se moquer du peuple gabonais. Monsieur Alban, je vais vous surprendre. Aux années 1995, il y a une belle-sœur qui m'apprend qu'il avait un beau-frère qui assurait l'entretien des pompes installées. Il y avait 4 pompes installées en tout. Et ce monsieur s'était aperçu que sur les 4, 2 étaient hors service. Et il y avait une pompe qui fonctionnait encore correctement, mais il y avait une qui était encore neuve. Et le monsieur s'est dit, après avoir attiré l'attention des autorités, ASG, des autorités, il avait une petite société et des autorités politiques, gouvernementales de ce pays, et que personne ne puisse l'écouter, lui, il préférait rompre le contrat qu'il avait avec la SG. Parce qu'il ne voulait pas subir les affres du peuple gabonais qui allait se fâcher quand il s'apercevrait qu'en ouvrant ses robinets, il n'avait pas eu une goutte d'eau. 2 des 4 pompes n'arrivaient plus à envoyer de l'eau sur Libreville. Mais on va vous raconter 1001 choses. La SG ou l'État n'ont pas pris la responsabilité de changer les pompes à l'époque. Je me demande si ces pompes sont changées aujourd'hui. Et c'est une des raisons qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Libreville n'a pas assez d'eau. Libreville n'a pas assez d'eau. Et quand ce phénomène est arrivé, moi je me suis toujours rappelé de ce petit avertissement. Le monsieur est rentré en Europe. Il est parti. Parce que lui, il estimait que le peuple n'allait pas accepter de vivre dans une capitale, en Afrique équatoriale, sans eau. Et c'est ce que nous vivons depuis des années déjà. Donc, moi je crois que les différents problèmes qui existent, on ne veut pas les résoudre. On fait la para. On fait la para, c'est tout. On ne résout aucun problème. Moi, je ne vous surprendrai pas quand je vous apprendrai que certains services qui s'occupent des routes disent que nous n'aurons pratiquement jamais les routes en bon état de Libreville à l'intérieur. Vous voyez, ça traîne entre Kango ici. Ça traîne, mais pour que les parties qui ont été construites
vers le nord, par exemple, se dégrade. Mais c'est le cas entre Minzik-Oyem, c'est le cas entre Minzik-Bitam. Parce que l'entretien n'a pas suivi la construction des routes. Ils sont là. Je ne sais pas s'il y a encore des ingénieurs, des ponts et chaussées dans ce pays-là. Parce qu'après avoir construit une route, logiquement, entre 5 et 10 ans, on doit refaire la couche de roulement pour essayer de fermer tous les trous pour que la fondation ne s'affaisse pas. Et entre 10 et 15 ans, refaire une autre couche de roulement. Mais quand vous construisez une route, mais elle ne peut durer qu'en fonction réellement de l'entretien qu'on y apporte. Mais déjà pour construire Libreville, le Bikele, on met 5 ans. PK5, PK12. PK5, PK12, on met 5 ans. Alban. Donc, quand on arrivera à Antoum, le PK12, PK18 sera déjà en cours de dégradation. Parce qu'on ne voudrait pas que les Gabonais se sentent à l'aise dans leur pays. Et moi, j'insiste beaucoup pour que le peuple gabonais prenne conscience que ce pays est le leur. Ce n'est pas de la xénophobie. Je sais que les Centrafricains sont chez eux. Quand ils sont chez eux, ils sont dans leur pays. Que les Béninois, quand ils sont chez eux, ils sont dans leur pays. Mais que les Gabonais sachent que ici, ils sont dans leur pays et ils doivent avoir la responsabilité de le construire. Ils doivent alors avoir la responsabilité de jouir des richesses de leur pays. Vous avez appris, on a acheté un avion. Quand on refuse d'augmenter les salaires des fonctionnaires, mais en contrepartie, on va prendre un avion privé, personnel. Un avion personnel. Mais à ce moment-là, on se demande si vraiment, on a accepté de se mettre, ou on s'est battu pour se mettre à la tête de l'État pour résoudre les problèmes des Gabonais ou pour se venger des Gabonais. De quoi l'avenir nous le dira. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la naissance d'Ali Bongo Ondimba. Oui. Entre-temps, il faut dire que y a des appels à la candidature d'Ali Bongo Ondimba pour être, permettez-moi de la répétition, le candidat du Parti démocratique gabonais aux prochaines élections présidentielles, que je ne voudrais pas peut-être indiquer les dates, peut-être qu'elles ne seront pas respectées, selon certaines indiscrétions. Qu'attend le Front uni de l'opposition pour l'alternance pour désigner son candidat? Je tiens à vous remercier très sincèrement. Il faudrait d'abord que nous revenions sur le fait que le Gabon a été dirigé pendant 22 ans sous le parti unique. À l'époque, le peuple gabonais n'avait pas la possibilité de mettre aucun avis sur le fonctionnement de l'État. Ou si certains le faisaient, ils devaient être les sommités du PDG qui parfois oubliaient qu'il y avait des Gabonais dans les quartiers, des Gabonais dans les villages. Voilà pourquoi nous avons les bidonvilles, voilà pourquoi nous avons des villages oubliés. Mais en 1990, le peuple gabonais a pris la responsabilité d'obliger l'État à convoquer la conférence nationale. Et au cours de cette conférence nationale, il a été décidé le multipartisme. Nous continuons à affirmer, je peux dire assez sereinement, que nous qui avons demandé le multipartisme, nous l'avons demandé pour construire une démocratie véritable. Et nous disions en vue d'une alternance pacifique au pouvoir.
Pourquoi veut-on entraîner le Gabon vers les affrontements? Pourquoi veut-on entraîner le Gabon vers la guerre? Pourquoi veut-on faire en sorte que les têtes des Gabonais dans ce pays tombent? Nous, au mouvement de redressement national, nous avons dit que nous voulions le multipartisme en vue de l'instauration d'une démocratie véritable qui conduirait à une alternance pacifique au pouvoir, comme cela se passe dans certains grands pays démocratiques. Nous acceptons que nous ne sommes pas nombreux, mais ce n'est pas pour autant que certains peuvent utiliser les moyens de force pour chercher à écraser le peuple gabonais. Le peuple gabonais doit être un peuple libre. Donc, que le PDG dise aujourd'hui qu'il veut préparer un laisser ou bien laisser Ali continuer son chemin, bon, je ne dirais pas que je n'ai rien à dire, mais enfin, ça ne correspond pas à un état de droit. Puisqu'Ali Bongo lui-même dit qu'il n'a pas d'acte de naissance. Ça ne correspond pas à un état de droit. Dire aujourd'hui qu'on va lui donner, je ne dis pas qu'on lui donne la chance, mais le maintenir à la tête de l'État, c'est, je continue à le dire, nier au pays qu'on appelle Gabon son existence en tant qu'État indépendant et État jouissant de tous les droits démocratiques, jouissant de tous les droits nécessaires pour légiférer un État, un pays. Le Front a inscrit, a prévu un candidat unique lors de l'élection. Mais je crois que ce souhait découle du fait que malgré le multipartisme que nous avons demandé et qui avait été introduit dans la Constitution de 1991, et dans cette Constitution, il avait également été inséré des élections à 2 tours. Le PDG, pour éviter que Omar Bongo échoue à une élection, a supprimé les 2 tours pour laisser un seul tour. Et pour donner une chance à l'opposition de pouvoir gagner une élection à un tour, le Front s'est dit qu'il fallait un candidat unique. Mais nous pourrions dire également que ce n'est pas le nombre de candidats qui a fait jusque-là que l'opposition n'accède pas au pouvoir. En 1993, nos amis le confirment d'ailleurs assez régulièrement au cours de nos rencontres, Omar Bongo n'était pas élu